J'avais à peu près 2 heures de route. Je me demandais comment j'allais commencer à parler. Et puis j'ai trouvé une inspiration pour lancer. Des derniers jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis content de partager ce moment avec vous. On vit de tellement grandes choses. On va vivre un moment extraordinaire avec Pierre Rabhi tout à l'heure, avec Cyril Dion. On partage des belles choses. J'ai assisté à une super conférence tout à l'heure avec Pablo, c'est formidable. Mais hier, vous vous rappelez de ce qui s'est passé hier? C'était jour de quoi hier? Black Friday, merci. C'est pas beau ça? Elle n'est pas belle la vie, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est hallucinant. On ne sait pas s'il y aura encore de la neige sur le Mont Blanc dans 10 ans. On ne sait pas s'il y aura encore un ours sur Terre. On ne sait pas dans quel état on sera. Et on accélère la cause de tout ça. Je trouve ça juste hallucinant, quoi. C'est hallucinant, voilà. Je pensais à ça et je me disais, mais peut-être que... Je n'avais jamais entendu parler de ce terme, jamais de ma vie. J'ai entendu une première fois hier matin, en emmenant ma fille à l'école, aux infos, puis je l'ai entendu dans une pub, dans 2 pubs, dans 3 pubs, et je l'ai vu dans 2 SMS envoyés par mes enfants. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le niveau de conscience dans lequel sont les puissants. Comme s'il n'y avait qu'une issue pour les personnes qui sont en train de diriger le monde, c'est de faire perdurer la seule religion qui a encore autant de puissance. Vous voyez de quelle religion je parle? Si vous ne voyez pas, je vais vous expliquer. Sainte Croissance, priez pour nous. Donnez-nous aujourd'hui notre consommation de ce jour. Et surtout faites que rien ne change. Eh ben ouais, nous on est là pour changer les choses. Et on va les changer ensemble, et si vous êtes là aussi nombreux, je crois que c'est parce que c'est ce que vous voulez aussi, je crois que c'est ce qu'on veut tous. Alors, si je reviens sur 1 ou 2 points de ce film, vous aurez peut-être compris, quand je parle avec un peu de cynisme, comme je viens de le faire, quand je parle avec espoir, comme je dis dans le film, que comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'oscille entre parfois une forme de zénitude qui me fait penser que la vie est plutôt bien faite et que voilà, il y a sûrement un schéma et qu'on va s'en sortir, enfin, peut-être pas tous, mais que la vie va gagner. Il faut peut-être une logique dans tout ça. Ça me permet parfois de prendre de la hauteur. Et puis parfois j'ai des élans plus, j'ai envie de dire révolutionnaires. Et je me dis, mais en 1789, on a fait tomber des têtes pour moins que ça, quoi. On est la première génération qui est capable de se détruire, c'est un truc de malade quand même. Alors voilà, j'oscille entre les deux, et puis au fond, c'est quand même l'optimisme qui gagne, la plupart du temps, comme vous l'avez vu, je pense, dans ce petit film. L'optimisme parce que, déjà, comme l'a dit quelqu'un d'autre avant moi, l'angoisse n'a jamais mené à l'action, et le cynisme est pire que tout, puisqu'il nous conduit, le cynisme en l'occurrence, et certains le font aujourd'hui, à se dire, finalement, si ça va si mal et si tout est foutu, alors faisons-nous plaisir. Moi je refuse ces attitudes, et ma manière d'avancer, ma manière de répondre à mes propres angoisses, à moi, finalement, c'est de me mettre en action, là où j'ai une zone d'influence, je dirais, c'est-à-dire sur ma propre vie, bien sûr, en essayant d'être de plus en cohérence avec mes convictions, avec moi-même, avec ma famille, avec mes enfants, avec mes proches, d'essayer d'incarner ce à quoi je crois. Et puis comme j'ai la chance de faire un métier formidable avec l'écriture, d'engager, de m'investir en fait à travers ce biais-là pour transmettre des messages à ma manière. Et ma manière à moi, c'est en racontant des histoires. Alors pourquoi raconter des histoires? Eh bien parce que je me suis rendu compte, entre parenthèses, la première fois que j'ai entendu ça, je rends hommage à Cyril Dion, parce que c'est lui qui l'avait dit en conférence, il y a peut-être une dizaine d'années, à la ferme des Amadins, la puissance des images, la puissance de l'expression artistique, c'est ce qu'on a développé dans ce film, notamment avec l'après-guerre. Quand on a vu dans l'après-guerre plein de beaux films avec
des images, d'un matérialisme exacerbé, bah forcément, ça a eu un impact sur nous, sur nos cœurs, sur nos corps, sur nos rêves. On s'est dit, bah oui, bien sûr qu'on en a envie de ça. Et comme la vie est bien faite, on s'est mis en action, et donc on l'a fait. Donc il y a eu un impact des images sur l'avenir, finalement. Eh bien, l'idée, c'est que si ça a marché à l'époque, et puis bien avant, bien sûr, avec d'autres exemples, ça peut aussi bien marcher aujourd'hui et demain pour créer le monde dont nous voulons vraiment. Et pour ça, on est tous acteurs. Alors là, j'ai un peu développé l'investissement artistique, et il est important. Mais on est tous des peintres du monde de demain. Pour pouvoir montrer, chacun de notre manière, que, bah oui, la sobriété heureuse, pour reprendre ce terme cher à Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, pourquoi s'en effrayer? Pourquoi forcément sortir de gros mots de décroissance? Si on montre que la sobriété heureuse, elle peut vraiment être heureuse, alors ça pourra donner envie d'aller vers ce possible, si vous voulez. Et je crois que le moment est venu pour que chacun d'entre nous, eh bien, on incarne avec optimisme, on puisse montrer autour de nous d'autres possibles. C'est le cas des artistes, mais c'est le cas aussi de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on est l'objet de mythologies qui sont totalement dépassées. Deux exemples. Le premier, Descartes. Je devrais dire Saint Descartes, parce qu'en France, on a même fait un adjectif. Vous savez, moi, monsieur, je suis cartésien. Qu'est-ce qu'il disait? L'homme doit être comme maître et possesseur de la nature. Ça aussi, c'est hallucinant, vous ne trouvez pas? Eh bien, on est tous, notre société est porteuse de ça. À partir du moment où on accepte d'être comme maître et possesseur de la nature, ça veut dire qu'on en est extrait. Ça veut dire qu'on n'en fait pas partie. Et puisqu'on n'en fait pas partie, on peut être au-dessus, on peut lui faire du mal, et quand on fait du mal à la nature, c'est pas à nous qu'on fait du mal. Erreur gravissime. Aujourd'hui, on comprend. J'espère qu'on le comprend de plus en plus. Erreur gravissime. Et dans les premiers temps de l'écologie, il a fallu en passer par dire aux gens, n'abîmez pas la nature parce que ça va nous retomber dessus, à nous, êtres humains. Mais ça aussi, c'est étonnant. Parce que si on se considérait comme faisant réellement partie de la nature, on n'aurait pas besoin de se dire, tiens, si j'abîme la nature, ça va me retomber dessus. On ne ferait pas de mal à la nature parce que nous sommes la nature. La nature, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Et nous sommes la nature. Nous avons tous la nature en nous, quoi. Okay? Et donc, du coup, devoir prouver aux gens que c'est pas bon d'abîmer la nature parce que ça va leur retomber dessus, c'est un peu comme si on devait prouver à un être humain qu'on lui disait, mais écoute, ne prends pas une tronçonneuse pour te scier un bras, ça ne sera pas très bon pour toi. C'est stupide. C'est la même image, vous voyez ce que je veux dire? La nature, c'est nous. Alors j'espère que eh bien, les artistes en particulier vont continuer à se saisir de ce nouvel imaginaire. On le voit de plus en plus à travers des films, comme là on a mis des images de demain, on a beaucoup utilisé des images de films de demain, je suppose que vous avez été nombreux à le voir. Tiens, pour juste un petit test, vous pouvez lever la main, les personnes qui ont vu le film demain? Ouais, ok. Voilà, on va aller quelques-uns, les 2-3 qui n'ont pas vu, je vous le recommande vraiment chaudement. En plus, on a la chance d'avoir parmi nous ce week-end Cyril Dion, avec son DVD et le livre du film demain. Combien de temps me reste-t-il? Est-ce que quelqu'un surveille le temps? Je ne sais pas. J'aimerais bien, si ça vous va, et s'il y a la possibilité d'avoir un autre micro, c'est possible de voir si vous avez si on peut interagir, parce que voilà, parler tout seul c'est bien, mais parler ensemble c'est beaucoup mieux. Est-ce que quelqu'un aurait envie de réagir, de poser une question? Merci. Je voulais savoir s'il y avait un projet de loi qui pouvait faire en sorte que
on pouvait considérer la planète comme un organisme humain et qui bénéficierait de tous les droits qu'elle a, quoi. C'est-à-dire que quand on fait mal à la planète, on la considère comme un être humain, et par exemple ceux qui coupent les arbres pour faire des exploitations, alors qu'auprès de tout le monde, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi. Bah oui, c'est une super idée d'ailleurs. Il y a un pays, je ne sais plus lequel, qui a protégé ces lacs au même titre que des êtres vivants. C'est-à-dire qu'ils ont créé le droit des lacs de manière nominative. Donc moi, oui, bien sûr, j'abonde complètement dans ce sens, ça serait formidable. Et d'ailleurs, le tribunal Monsanto, dont on a projeté quelques images, va dans ce sens. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fameux tribunal Monsanto, mais c'est une émanation citoyenne qui montre une fois de plus que si on veut que ça bouge, il faut qu'on se bouge, nous. Il ne faut pas qu'on attende que ça vienne du haut, du patron, du président, du père. Moi, je ne crois absolument plus en l'homme ou à la femme providentielle. Je crois en nous. J'étais tout à l'heure à une conférence qui montrait que lorsque l'humain, mais c'est vrai pour les animaux aussi, bien sûr, d'ailleurs, nous ne sommes que des animaux qui ont évolué différemment. Lorsqu'on se retrouve en situation de pénurie, on se met spontanément en entraide. Et quand on est en situation d'abondance, on se met spontanément en compétition. Et la conclusion, il y aura besoin du micro pour la conclusion de cette conférence de Pablo tout à l'heure, c'était nous entrons probablement dans une ère de pénurie, puisqu'on sait qu'on va vivre forcément des choses difficiles, et on sait faire, c'est-à-dire qu'on a cette capacité des humains à se mettre en coopération dès lors qu'on est en pénurie. La difficulté, c'est qu'on va rentrer en période de pénurie avec une culture de compétition vieille de plusieurs siècles. Il va falloir qu'on se déshabitue de ça pour aller coopérer et du coup changer la société. Oui, votre conférence et votre exposé, c'est super enthousiasmant, mais le contexte économique est tel que je ne sais pas si simplement, avec la bonne volonté de chacun, on arrivera à faire changer quelque chose. En 1789, par exemple, ils s'en sont aperçus quand ils ont pris les armes. Hein. Bon, ben voilà, quoi. Est-ce que ça sera... Est-ce qu'on pourra arriver à une transformation pacifique par notre bonne volonté, par la lutte, quoi, hein. Si seulement j'avais la réponse. J'arrête pas de citer. Moi, j'ai aucune réponse et je n'ai même aucune conviction par rapport à ça. Vous voyez, j'ai tendance à écrire des choses plutôt optimistes. Et en même temps, j'ai très envie d'écrire, par exemple, une pièce de théâtre qui rejouerait justement 1789 aujourd'hui. Et ça correspondrait plus à mes élans révolutionnaires. Les deux cohabitent en moi. Et je n'ai aucune conviction ou croyance sur ce qui se passera. Ma seule conviction, c'est que dans l'instant présent, ici et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux. Voilà. Et c'est là-dessus que je m'interroge. Et je disais dans le film, mais je vais en redire quelques mots, sur cette fameuse légende du colibri. J'imagine que vous la connaissez. Elle a été remise au goût du jour par Pierre Rabhi. C'est une légende amérindienne. Et j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui l'entendaient de la manière suivante. Le petit colibri jetant ses petites gouttes d'eau sur l'incendie, alors à un moment donné, le tatou va le suivre, et puis les éléphants, et puis tout le monde, et puis on va éteindre l'incendie. C'est pas ma version. C'est pas comme ça que je l'entends, et c'est pas ça qui m'a aidé. Parce que ça, c'est la version hyper optimiste. Ma version à moi, c'est uniquement sa phrase de la fin, c'est-à-dire le tatou lui dit « Mais est-ce que tu comptes vraiment éteindre l'incendie ridicule, petit colibri ?» Et quand il répond « D'éteindre, je ne sais pas, mais je fais ma part », voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, je ne regarde pas le résultat. Peut-être que ce que je fais, peut-être que même ce que je suis en train de faire à l'instant présent, ne servira à rien au regard de ce qui se passera dans l'avenir. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est juste là, maintenant, à l'instant présent, est-ce que je pose un geste juste qui est aligné avec mes valeurs et avec ce que j'espère. Pourquoi ça? Parce qu'avant d'entendre cette légende, je faisais aussi de mon mieux, croyais-je. Mais chaque fois que je voyais autour de moi des choses négatives, ou la situation économique, ou un abruti qui va juste être concerné par l'accroissement de sa richesse
au détriment de dizaines de milliers de suicides de paysans en Inde, exemple, fabricant d'OGM, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, ça me désespérait. Depuis que je me suis rempli de cette légende, et de quelques autres exemples, ça m'aide à rester juste centré sur ce que je peux faire dans mon ici et maintenant, et sur ma zone d'influence. Comme le dit Pierre, je fais de mon mieux, Dieu, s'il existe, fera le reste. Au cas où vous ne direz pas tout à l'heure. Merci pour le autre, oui, c'est possible d'avoir le micro là? Merci. Juste par témoignage, vous avez dit tout à l'heure, le mot américain, je ne veux pas prononcer. Par contre, j'ai envie de prononcer que la CAMIF n'est pas rentrée dans cette logique de consommation. Donc, peut-être que c'est pas connu, mais ils l'ont fait. Donc, c'est un petit témoignage pour dire que la CAMIF n'est pas rentrée dans le cursus d'hier de votre mot américain. Je trouve intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que les témoignages de résistance ou de personnes qui font différemment sont super intéressants parce qu'au fond, vous avez raison, c'est comme les infos. Elles ne montrent que ce qui ne va pas. Et puis on a aussi une tendance assez naturelle à ne parler que des trains qui arrivent en retard. Donc parlons un peu des trains qui arrivent à l'heure. Donc merci pour cet exemple. Et puis je peux citer aussi un exemple qui peut paraître étonnant. Avez-vous entendu parler ou vu passer la pétition de Carrefour avec la petite vidéo sur les semences anciennes, les semences interdites, ça vous parle? C'est quand même un truc assez étonnant parce qu'on parle de Carrefour, donc là on est bien dans le modèle bien business. Et donc ils ont fait une vidéo en proposant ensuite de signer une pétition. Et dans cette vidéo, ils expliquent la problématique des semences anciennes. Vous savez probablement que 97% de ce qu'on mange a été trafiqué. C'est pas forcément GM, mais c'est hybride. Ce sont des semences hybrides. Modifiées souvent pour ne pas repousser d'une année sur l'autre. C'est pas toujours pour cette raison-là, ou pour plein d'autres raisons. Okay, eh bien, elles n'ont pas du tout les mêmes qualités nutritionnelles que les semences anciennes. Et c'est très rare, moi je suis un fou de tomates, c'est très difficile de trouver une tomate noire de Crimée, par exemple, en semences anciennes. Elle peut être bio, et malheureusement, ça peut aussi parfois être hybride. Ok, ça c'est juste pour poser des trucs. Pourquoi? Parce que les semences anciennes sont interdites, théoriquement. Vous voulez cultiver des semences, faire pousser quelque chose, vous êtes obligé de choisir dans le catalogue du CNIS, de l'organisme qui valide les semences. Et puis derrière, vous avez toutes les grandes et belles sociétés semencières de la planète. C'est évidemment honteux. C'est contre ça que c'est dressé Vandana Shivas, Pierre Rabhi en parle, etc. Et bien Carrefour vient de faire, cette pétition en disant, voilà, on vous explique, c'est pas normal, c'est dangereux pour l'humanité, et comme c'est interdit, on va quand même les mettre en vente, ce qui sera issu des semences interdites, et on va appeler ça le rayon interdit. Ben moi, ça me réjouit. Souvent, on me dit, quand j'en parle, oui, mais bon, pourquoi vous croyez qu'ils font ça? C'est pour l'argent. Évidemment que c'est pour l'argent, ça je m'en doute bien que c'est pour l'argent. Mais si eux le font, c'est parce que nous avons commencé à bouger. C'est parce qu'ils sont en train de sentir que le consommateur n'en peut plus et qu'il va arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. Alors du coup, ils sont un peu proactifs. Ils prennent quelques années d'avance sur leurs concurrents. Ben, moi, ça me réjouit parce que ça montre que nous sommes en train de bouger en tant que consommateurs. Si on a encore de temps, on peut passer... Non, on n'a plus de temps. Encore une petite minute. Une petite minute, alors... Une petite question. Pardon? Oui, bonjour tout le monde. Alors, c'est pas une question, c'est simplement dire une chose avant que Pierre Rabhi arrive. Comme ça, il ne pensera pas que je dis ça pour lui. C'est que si tout le monde veut faire sa part, il faut que chacun fasse sa part. Ça, c'est logique. Donc, je fais partie des Colibri, mais ça, c'est pas pour me faire de la pub. C'est simplement pour dire que chez Colibri, on a mis en place un petit truc, on verse un petit peu d'argent tous les mois, c'est prélevé sur le compte bancaire. Je crois que le paquet de club va passer à 10 €. Moi, je donne 5 tous les mois. Voilà. Et je crois qu'on est 4500 à verser
Alors je donne 5, donc d'autres donnent 8, 10. Mais si tout le monde donne 5, la moitié d'un paquet de clopes, ça fait un petit peu de sous. Ça a un immense colibri. Le colibri, il y a plein de choses. Les ananas, Saint-Pierre en parlera bien mieux que moi. Voilà, donc si tout le monde veut faire sa part, il faut que chacun la fasse. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est une super idée. Donc, avant de rendre le micro, puisque si j'ai bien compris, on va enchaîner, c'est ça? Alors une dernière petite question, avant que Pierre arrive. Bonjour madame. Moi, c'était juste un témoignage personnel. Donc, je me considère un peu comme un colibri, puisque je mène une action à titre personnel, on va dire, concernant les arbres. Les arbres en Afrique, où en fait on replante contre la désertification, les arbres en France qu'on évite de couper. Donc voilà, pour dire qu'effectivement, chacun à son niveau peut faire quelque chose vraiment de très simple. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre belle énergie quand on est sur scène. C'est un truc qu'on sent vraiment. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien. Je vous retrouverai avec joie après la conférence de Pierre sur mon stand si vous le souhaitez. Et puis maintenant, Applaudissements pour Pierre Rabhi, s'il vous plaît, notre invité d'honneur. Cyril Dion également, applaudissements pour Cyril. Nos deux invités d'honneur de Grand Mars. Applaudissements plus fort, s'il vous plaît. Grand Mars, invité d'honneur 2017. Pierre Rabhi, monsieur là. alors vous voyez, néanmoins, je ne vous quitte pas, puisque les organisateurs m'avaient demandé au départ de faire le modérateur pour Pierre, comme si Pierre avait besoin d'un modérateur, entre parenthèses. Oui, parfois. Et puis aujourd'hui, j'ai eu la joie d'apprendre que Cyril serait là aussi, donc j'en suis vraiment ravi.